Alors que le FBI poursuit son enquête, les voisins sont évidemment nerveux. Personne ne pense que quelque chose comme ça va arriver là où ils vivent. Ouais, allons à Maya Kuznik, avec plus sur la brèche. Arrivé à 4h du matin, une porte en acier renforcé conçue pour résister aux explosifs, tirs d'armes légères et tout ce qui n'est pas un bunker buster, a été ouvert comme une boîte de conserve par une charge en forme, placée avec une précision chirurgicale par un voleur de l'équipe de sauvetage des otages du FBI. L'explosion a résonné dans les couloirs souterrains, sous le palais de Miraflores à Caracas, envoyé une onde de choc qui a ébranlé les fondations du siège du pouvoir au Venezuela. Ce qui se trouvait au-delà de cette porte fournirait la finale, preuve irréfutable de ce que les enquêteurs soupçonnaient depuis des années. Le gouvernement du Venezuela n'était pas seulement complice du trafic de stupéfiants, il fonctionnait activement comme épine dorsale logistique d'un des plus grands réseaux de distribution de cocaïne dans l'hémisphère occidental, la découverte de 15 tonnes de cocaïne pure, cachée dans un bunker fortifié sous le palais présidentiel, représentait la plus grande saisie de drogue de l'histoire de l'Amérique latine. Mais les drogues n'étaient qu'une partie de l'histoire. Ce que les agents du FBI et de la DEA ont trouvé dans ces chambres souterraines exposerait toute la portée du style Maduro, transformation du régime, d'un gouvernement socialiste raté à un narco à part entière. Ce n'est pas de la spéculation, ce n'est pas de la propagande, c'est le compte documenté de la façon dont un chef d'État en exercice a transformé sa nation en un empire de la cocaïne et comment les forces combinées du FBI, Class A DEA, US Navy SEALs Delta Force et les renseignements de l'armée américaine ont brisé cet empire en un seul. Grève coordonnée. Au moment où le soleil s'est levé sur Caracas le 4 janvier 2026, le monde connaîtrait la vérité. Le raid nocturne de la forteresse de Caracas tombe. Il est 2h du matin, Caracas, Venezuela. La ville dort sous une couverture de brouillard et de décomposition. Les lampadaires scintillent dans les quartiers riches d'Altamira et de Los Mercedes, quartiers où les responsables du régime vivent dans des manoirs, alors que le reste du pays meurt de faim. Au loin, les sirènes gémissent. Mais ce soir, ces sirènes sont un bruit de couverture. Parce que descendre sur Caracas en ce moment même sont plus de 400 agents fédéraux, FBI de unité d'opération spéciale soutenue par les opérateurs de la Delta Force, US Navy SEALs, et Marine Raiders fournissant une surveillance tactique à partir de navires offshore. Ce n'est pas un raid, c'est une éradication. À exactement 2h du matin, les équipes de frappe ont atteint simultanément 6 cibles de grande valeur. À travers la capitale, des flashbangs explosent en pleine nuit. Les portes sont brisées de leurs gonds. Les figures vêtues de noir bougent comme des ombres. À travers les couloirs des penthouse de luxe, casinos souterrains et discothèques contrôlés par des cartels, qui fonctionnent comme des fronts de blanchiment d'argent pour le régime, dans le quartier de Sabana Grande. Des agents de la DIA font une brèche dans un manoir fortifié, appartenant à une société écran, remonte au cercle intime du régime. À l'intérieur, ils trouvent 2,3 tonnes de cocaïne empilées du sol au plafond, selleuses sous vide industriel, presses hydrauliques, et 18 millions de dollars en devises américaines fourrés dans des sacs de sport. Les suspects essayent d'en faire dans la cour arrière avant d'être abordés par des agents. D'autres gèlent les mains, regardant les barils de AR-15s. Un homme, plus tard identifié comme un officier supérieur de la garde nationale du Venezuela, essaie de jeter un téléphone portable dans les toilettes. Les agents le récupèrent. Ce téléphone deviendra l'une des preuves les plus importantes dans toute l'opération. 3 miles à l'est, dans la zone portuaire industrielle de La Guera, une autre équipe frappe un complexe d'entrepôts, enregistré sous une fausse société d'exportation agricole. L'entrepôt est censé stocker des grains de café. Au lieu de cela, les agents trouvent 4,1 tonnes de cocaïne emballées dans des briques thermosellées, estampillées d'un logo scorpion, la signature d'une organisation colombienne de trafiquants, connue sous le nom de Los Escorpiones, un cartel, qui fonctionnait avec plein protection contre les renseignements militaires vénézuéliens. Mais la plus grande cible n'est pas un entrepôt. Ce n'est pas un manoir. C'est le palais de Miraflores lui-même. Le complexe présidentiel se trouve au cœur de Caracas, un vaste complexe de bâtiments néoclassiques, entouré de hauts murs, tours de garde et couches de sécurité. Depuis des années, il est intouchable. Plus à 402 00M. Opérateur Delta Force inséré par MH. 60 hélicoptères. Black Hawk à corde rapide sur le toit du palais. En quelques minutes,
Ils ont neutralisé la poignée de gardes en service et sécurisé les étages supérieurs. Le dictateur qu'un homme appellera président, Arenas et sa femme, sont extraits de leur quartier privé et transférés sur un navire de l'US Navy en attente au large. Mais pendant que les arènes sont placées sous garde fédérale, un autre, la phase de la mission ne fait que commencer. Parce que les rapports de renseignement avaient indiqué quelque chose d'autre était caché sous Miraflores. Quelque chose qui prouverait hors de tout doute que le Venezuela était devenu un narco. Le bunker. 15 tonnes de preuves. À 4 heures du matin, le palais est sécurisé. Agent spécial de la DEA Miguel Ortega, un vétéran de 25 ans qui a travaillé sur des affaires de stupéfiants de Midian à Culiac, dirige une équipe spécialisée de collecte de preuves dans le bâtiment. Les techniciens médico-légaux du FBI l'accompagnent. Oreilles enquêteurs criminels. Des procureurs du DOJ et un élément de sécurité composé de Marine Raiders et les opérateurs de l'équipe de sauvetage des otages du FBI, leur cible un bunker secret décrit par un témoin coopérant. Un colonel de l'armée vénézuélienne de niveau intermédiaire qui avait été arrêté en Colombie et a accepté de parler, plutôt que de faire face à une peine minimale obligatoire de 20 ans, le colonel avait décrit le bunker avec des détails extraordinaires. Son emplacement, sa disposition, son but. Au début, certains superviseurs de la DIA étaient sceptiques. Une installation de stockage de cocaïne directement sous le palais présidentiel. Ça avait l'air trop sensationnel. Mais le colonel a fourni des détails qui ont pu être vérifiés. Les images satellites ont montré une activité de construction suspecte. Autour de Miraflores, en 2008 et 2009, les services de renseignement de la CIA avaient capté des références codées au coffre-fort et le sous-sol et une source à l'intérieur. Les renseignements militaires vénézuéliens avaient confirmé l'existence du bunker. Maintenant, il était temps de voir si les renseignements étaient exacts. L'équipe se déplace dans les couloirs du palais. Portrait doré passé de Sim Boulevard. Passer les sols en marbre et les lustres en cristal. Jusqu'à ce qu'ils atteignent une salle de stockage. Les agents du FBI et des glaces ont déplacé des badges d'information dissimulés, armes abaissées, lorsque la serrure renforcée a été violée. Le choc s'est installé immédiatement dans le couloir porté. Le technicien du FBI utilise un portable, unité radar pénétrant dans le sol pour scanner les murs. L'appareil détecte un grand espace vide derrière le mur nord. Il y a quelque chose là-bas. Le faux mur est construit en béton armé, intelligemment peint pour ressembler à des parpaings ordinaires. Presque impossible à détecter visuellement. Mais le radar ne ment pas. La brèche est méthodique. Des scies coupantes à pointe de diamant tranchent le béton. Les épandeurs hydrauliques ouvrent les sections. Cela prend 30 minutes lorsque la section du mur est enfin enlevée. L'entrée du complexe de bunkers est révélée. Au-delà du faux mur se trouve une porte de sécurité en acier, avec une serrure à clavier électronique, le genre de porte que vous trouverez pour protéger un coffre-fort. Un spécialiste des opérations techniques du FBI attache un dispositif de contournement au panneau de commande de la serrure. Câblage essentiellement à chaud du mécanisme. La serrure clique pour ouvrir la cage d'escalier descente à 40 pieds, sous le niveau du sol. Murs en béton renforcés de barres d'armature en acier. Bande d'éclairage LED, alimentée par un système électrique indépendant avec batterie de secours. Ce n'est pas une construction hâtive, il s'agit d'une installation conçue par des professionnels. Cela a coûté des millions de dollars à construire. Au bas des escaliers se trouve une autre porte, résistante aux explosions, conçue pour résister aux explosifs de qualité militaire. L'équipe utilise une charge en forme pour la vaincre. L'explosion est assourdissante. Quand la fumée se dissipe, la porte pend maladroitement sur ses charnières. Mécanisme de verrouillage complètement détruit. Les opérateurs du FBI passent. Les armes ont soulevé des lumières tactiques, traversant l'obscurité. Ce qu'ils trouvent leur coupe le souffle. La forteresse de la cocaïne. Le bunker est vaste. Environ 5000 pieds carrés divisés en plusieurs chambres. La chambre principale est une zone de stockage. Et il est rempli du sol au plafond de briques de cocaïne. Pas de sacs, pas de paquets. Briques emballées individuellement, colis de kilogrammes empilés sur des emballages industriels, étagères métalliques qui atteignent presque le plafond. Chaque brique est enveloppée dans du ruban d'emballage brun et estampillée d'un logo. Un scorpion dans un cercle.
Les agents de la DIA reconnaissent immédiatement le marquage. Les Scorpions, une organisation colombienne de trafiquants basée près de la frontière vénézuélienne, connue pour produire de la cocaïne de la plus haute pureté en Amérique du Sud. Typiquement pure de 92 à 95%, l'équipe commence le processus laborieux de comptage et de documentation. Chaque brique est photographiée en place avant d'être déplacée. Chaque pile est mesurée et inventoriée. Différence de... Les chimistes prélèvent des échantillons d'emballage aléatoires pour des tests sur le terrain, confirmer que la substance est de la cocaïne et déterminer sa pureté. Les chiffres sont stupéfiants. Estimations initiales d'environ 15 000 kg. 15 tonnes métriques, au prix de gros aux États-Unis. Cette quantité a une valeur marchande supérieure à 450 millions de dollars. Mais la signification va bien au-delà du montant en dollars. 15 tonnes de cocaïne n'apparaissent pas seulement. Cela représente des mois de production dans plusieurs laboratoires. Il représente la culture de milliers d'acres de plants de coca. Il représente un réseau logistique sophistiqué, capable de déplacer des quantités de plusieurs tonnes de médicaments à travers frontières internationales sans détection. Et surtout, il représente l'implication des acteurs au niveau de l'État. Les gens avec les ressources, autorité et protection pour déplacer autant de contrebande. Dans un coin de la chambre, les enquêteurs trouvent quelque chose d'encore plus dérangeant. Équipement de fabrication, balance de qualité industrielle, capable de peser des colis jusqu'à 100 kg. Machine à sceller sous vide, utilisée pour emballer la cocaïne pour le transport maritime. Presse hydraulique utilisée pour comprimer la poudre de cocaïne en briques. Produits chimiques utilisés dans le traitement de la cocaïne. Éther d'acétone d'acide chlorhydrique. Ce n'était pas seulement une installation de stockage, c'était une opération active de traitement et d'emballage, située directement sous le bureau du président du Venezuela. Les registres d'un narco. Dans une chambre adjacente, l'équipe trouve des enregistrements. Pas de fichiers numériques qui pourraient être supprimés à distance, mais des registres physiques. Cahiers à reliure spirale, remplis d'entrées manuscrites. Documenter les poids des expéditions. Destinations et paiements. Les entrées sont des initiales codées au lieu de noms complets. Abréviation au lieu de lieu. Dans le chaos, après un raid d'une ampleur sans précédent, en une seule frappe coordonnée, les agents fédéraux se sont déplacés dans la ville depuis les entrepôts de toutes les directions. Chantier naval banlieue, tout raid dans les ténèbres. Un président somalien de la maison sous surveillance secrète, construit sur des mois de surveillance, écoute téléphonique et interception cryptée. Un analyste de la DIA estime plus tard que les expéditions, documentées dans ce single, période de 6 mois, représentent plus de 40 tonnes de cocaïne, avec une valeur totale de transactions dépassant 800 millions de dollars. Mais les cahiers ne sont pas les preuves les plus accablantes. Dans un petit bureau dans le bunker, les agents du FBI et des glaces ont déplacé des badges d'information dissimulés, armes abaissées, lorsque la serrure renforcée a été violée. Installez-vous immédiatement à l'intérieur. Le couloir portait le faible parfum. 18 mois plus tôt, dans une ville frontalière du sud-ouest américain, 9 citoyens américains avaient été pris en embuscade et tués par un gang. Derrière les murs du garage, les raids étaient chirurgicaux, des mois précis de surveillance condensés en 48 heures de chaos. Sur un site, des agents ont violé une unité de stockage de banlieue derrière. Les paiements des comptes offshore au Panama, les îles Vierges britanniques et Chypre, et surtout des fichiers vidéo, images de caméras de sécurité de l'intérieur du bunker lui-même, montrant des responsables et des officiers militaires vénézuéliens superviser les opérations de traitement et d'emballage de la cocaïne. Dans une vidéo datée du 12 novembre 2024, un homme identifié comme le général de division Octor Ruiz, un officier fictif de haut rang sous inculpation fédérale depuis 2021, peut être vu inspecter des palettes de briques de cocaïne en parlant sur un téléphone portable. Dans une autre vidéo datée du 3 décembre 2024, un civil identifié comme Samuel Kurtz, un homme d'affaires connu pour être proche du régime, est montré en train de rencontrer plusieurs hommes colombiens dans le bunker. Ils examinent des échantillons de cocaïne, ils discutent de la logistique, ils négocient les prix. L'audio est suffisamment clair pour que les enquêteurs puissent entendre les tribunaux, offrant de faciliter transport maritime des ports vénézuéliens vers l'Amérique centrale. Les implications sont stupéfiantes. Ce n'est pas une opération voyou menée par des officiers militaires corrompus.
agissant de manière indépendante. C'est une entreprise systématique organisée, exploitation, avec la connaissance et l'approbation du plus haut rang du Venezuela, représentant du gouvernement, opération Nid de Scorpion, le retrait continental. À l'aube, le tableau des renseignements est complet. À l'intérieur d'un centre de commande sécurisé à bord de l'US Baton, un navire d'assaut amphibie positionné au large des côtes vénézuéliennes, agents fédéraux officiers du renseignement militaire et les procureurs du DOJ se rassemblent autour d'une carte numérique massive. La carte est recouverte de marqueurs rouges. Chaque marqueur représente un actif du cartel, un refuge, un laboratoire de traitement, un front de blanchiment d'argent ou un fonctionnaire corrompu lié au réseau. Il y a 47 marqueurs rien qu'au Venezuela. Mais le réseau ne s'arrête pas aux frontières du Venezuela. Il s'étend à travers le continent. Sociétés écrans au Panama. Opération de blanchiment d'argent en République dominicaine. Centre de distribution de cocaïne au Honduras et au Guatemala. Route de contrebande maritime à travers les Caraïbes, les responsables portuaires corrompus au Mexique et les cellules de cartel opérant aux États-Unis à Miami. Houston, New York et Los Angeles. À Cision, l'ordre est donné. Opération Nid de Scorpion. Un retrait multinational coordonné commence au Venezuela. Plus de 12 agents fédéraux et opérateurs militaires lançaient des raids simultanés dans 6 villes, à Maracaibo, DA. Agents soutenus par les Rangers de l'armée américaine prenaient d'assaut un super laboratoire de drogue, caché dans un parc industriel. Le laboratoire produit de la pâte de cocaïne à un rythme étonnant, plus de 200 kg par semaine. Des agents saisissent 3,7 tonnes de cocaïne, fourniture de produits chimiques industriels et arrestation de 22 membres du cartel. À Valence, un convoi de SUV blindés, transportant des exécuteurs de cartel, est intercepté par une équipe conjointe du FBI sur la glace. Les véhicules contiennent 1,1 tonnes de cocaïne, 4,3 millions de dollars en liquide et une cache d'armes, y compris AK-47, AR-15s et grenades à fragmentation. À Puerto Cabello, le principal port du Venezuela, les US Navy SEALs et les unités maritimes de la DOA montent à bord d'un cargo, signalé au Libéria mais détenu par une société écran liée au régime, caché dans des conteneurs d'expédition marqués comme machines agricoles. 6,8 tonnes de cocaïne sont destinées à l'Europe, à Ciudad Guayana, près de la frontière colombienne. Des agents découvrent un réseau de tunnels souterrains utilisés pour faire passer des armes de cocaïne et des migrants entre les deux pays. Les tunnels de drogue sont sophistiqués. Murs en béton armé, système de ventilation, chariots électriques pour le transport. Ils sont en activité depuis au moins 5 ans. Au bout d'un tunnel, les agents trouvent un composé fortifié où les membres du cartel détenaient des migrants contre rançon. Tactique classique de traite des êtres humains et de trafic de migrants, utilisée comme source de revenus aux côtés des stupéfiants, 17 otages sont sauvés. 9 membres du cartel sont arrêtés. À midi, l'opération a saisi plus de 27 tonnes de cocaïne, 89 millions de dollars en espèces, 340 armes, et arrêté 104 individus liés au réseau de stupéfiants du régime. Mais les raids au Venezuela ne sont que le début. Le web dévoile les fortunes offshore et la collusion politique. De retour aux États-Unis, voici les enquêteurs criminels et le FBI. Les jurys comptables retracent l'argent. Le web financier est vaste et complexe. Sociétés écrans au sein des sociétés écrans. Comptes offshore et paradis fiscaux. Investissements immobiliers à Miami. Madrid et Dubaï achètent des yachts de luxe, jets privés, voitures exotiques. Il faut des semaines pour démêler. Mais le schéma devient clair. Le président Arenas, la tête assise, d'État, avait personnellement autorisé la création d'un système financier parallèle conçu pour blanchir les produits de la cocaïne. Sa signature numérique apparaît sur des documents cryptés, trouvés dans les fichiers informatiques du bunker. Documents autorisant la création de sociétés écrans. Documents, approuver les expéditions de cocaïne par les ports, sous contrôle militaire. Documents, diriger le transfert des bénéfices de la drogue vers des comptes offshore, contrôlés par des responsables du régime. Ce n'est pas de la corruption, c'est une collusion au niveau du commandement. Ce n'est pas de la négligence, c'est une trahison artificielle. L'homme élu pour diriger le Venezuela l'avait plutôt vendu au cartel, et les preuves le prouvent sans l'ombre d'un doute.
Parmi les fichiers les plus dommageables récupérés sont des communications entre le président Arenas et le général Alejandro Torres, un ministre de la Défense fictif, qui avait publiquement appelé à la résistance à l'opération américaine dans un email crypté daté de septembre 2024. Torres écrit que l'envoi est sécurisé. Transport militaire autorisé. Aucune route d'inspection douanière dégagée vers La Guaira. Arena répond: bon paiement d'assurance est transféré sur les comptes habituels. 15% au fonds général est discuté. Ce ne sont pas des messages codés ouverts à l'interprétation. Ce sont des instructions explicites pour le trafic de drogue. Analyse plus approfondie révèle que les arènes avaient utilisé l'argent de la drogue pour financer des campagnes politiques, payer les juges, pour soudoyer des officiers militaires et pour financer des opérations de propagande conçues pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Il avait transformé le gouvernement vénézuélien en une entreprise criminelle. Et l'entreprise criminelle dans un gouvernement. Mais l'opération ne concernait pas seulement le Venezuela, le réseau s'est étendu à travers l'Amérique latine et sur les marchés mondiaux. Analystes de la DEA travaillant dans la division de terrain de Miami traçaient les expéditions vers l'Europe, spécifiquement à l'Espagne, à l'Italie et aux Pays-Bas, où la cocaïne était distribuée via des réseaux établis, contrôlés par des groupes du crime organisé d'Europe de l'Est. Ils tracent les expéditions vers l'Afrique de l'Ouest, spécifiquement à la Guinée-Bissau et au Ghana, où la cocaïne a été transbordée vers les marchés européens. Ils retracent les flux financiers vers le Liban, où les agents du Hezbollah utilisaient les bénéfices de la cocaïne pour financer le terrorisme, et ils tracent des liens avec l'Iran. Parmi les découvertes les plus inquiétantes est la preuve que le corps des gardiens de la révolution iranienne avait fourni une assistance technique pour la construction du bunker sous Miraflores. Les manuels d'instruction trouvés dans le bunker sont écrits en farsi. Avec des traductions en espagnol, des ingénieurs iraniens avaient aidé à concevoir le système de ventilation de l'installation. Ce sont les protocoles de sécurité dans le chaos. Après un raid d'une ampleur sans précédent, en une seule frappe coordonnée, les agents fédéraux se sont déplacés dans la ville de toutes les directions, chantier maritime d'entrepôt, hémisphère occidental de banlieue, une base pour les opérations de renseignement, contrebande d'armes et activités anti-américaines, avait été disposé à échanger la souveraineté de sa nation pour le soutien iranien et l'argent des cartels. Corruption dans la trahison du badge. Alors que les enquêteurs approfondissent les dossiers saisis, une autre horrible vérité émerge. L'État narco n'avait pas seulement corrompu les politiciens et les généraux. Il avait infiltré les forces de l'ordre à tous les niveaux. Parmi les fichiers récupérés dans le bunker sont des listes de policiers vénézuéliens, conseils des membres de la garde nationale, un orateur somalien de la maison sous surveillance secrète, construit sur des mois de surveillance, écoute téléphonique et interception cryptée. En fonction de leur rang et des services qu'ils ont fournis, certains avaient falsifié les rapports de patrouille, permettre aux convois de drogue de passer les points de contrôle sans être détectés. Certains avaient divulgué les horaires des raids aux agents du cartel, leur permettant de déplacer des produits ou de fuir avant que des arrestations ne puissent être effectuées. Certains avaient participé activement au trafic de drogue, utilisé leurs badges et uniformes comme couverture. Et certains avaient assassiné des dénonciateurs, collègues officiers, qui avaient tenté de signaler la corruption. Dans un cas particulièrement effrayant, les enquêteurs trouvent des preuves qu'un haut commandant de la police à Caracas, un homme appellera le capitaine Vega, avait ordonné l'assassinat de 3 honnêtes officiers qui étaient tombés sur un refuge du cartel lors d'une patrouille de routine. Les policiers ont été retrouvés morts dans leur voiture de patrouille 2 jours plus tard. A officiellement décrété un pacte de suicide, les dossiers prouvent que c'était un meurtre. Pour les officiers vénézuéliens honnêtes, la trahison est dévastatrice. Lors d'entretiens menés par des agents de la DEA, plusieurs officiers tombent en larmes, disant qu'ils avaient soupçonné la corruption. Mais je n'ai jamais imaginé que ça allait aussi loin. Un officier, un vétéran de 15 ans, dit « Je pensais que je servais mon pays. Maintenant, je découvre que je travaillais pour un cartel. » Les agents fédéraux ont pour priorité d'arrêter les fonctionnaires corrompus. Plus de 70 policiers vénézuéliens et le personnel militaire sont placés en garde à vue. Pendant les raids, certains résistent, d'autres se rendent tranquillement. Savoir que les preuves contre eux sont accablantes.
Parmi les personnes arrêtées se trouve le général Alejandro Torres, lui-même le ministre de la Défense, qui avait appelé à la résistance à l'occupation américaine. 18 mois plus tôt, dans une ville frontalière du sud-ouest américain, 9 citoyens américains avaient été pris en embuscade et tués par un gang. Derrière les murs du garage, les raids étaient chirurgicaux, des mois précis de surveillance condensés en 48 heures de chaos. Sur un site, des agents ont violé une unité de stockage de banlieue. Au fil des jours, l'ampleur de l'opération devient claire. Ce n'était pas seulement un problème vénézuélien, c'était une crise hémisphérique. L'État narco que le président Arenas avait construit ne respectait pas les frontières. Il avait fait du Venezuela le centre logistique pour la distribution de cocaïne dans l'hémisphère occidental. À son apogée, le réseau transportait plus de 300 tonnes de cocaïne par an. Pour mettre ça en perspective, c'est assez de cocaïne contenant du fentanyl. Cocaïne pure et base de cocaïne, pour approvisionner toutes les grandes villes des États-Unis pendant des mois. C'était suffisant pour alimenter les épidémies de dépendance en Europe, Afrique et Asie. C'était suffisant pour générer plus de 12 milliards de dollars de revenus annuels. De l'argent qui a coulé dans les coffres du régime, dans les comptes bancaires des cartels et dans les poches de fonctionnaires corrompus dans une douzaine de pays. Le réseau avait corrompu des fonctionnaires en Colombie, Panama, Honduras, Guatemala, Mexique et même les États-Unis. À Miami, des agents fédéraux arrêtent un responsable du port qui avait accepté 200 000 $ de pots de vin, autorisé les conteneurs remplis de cocaïne, passer la douane sans inspection. À Houston, ils arrêtent un propriétaire d'une entreprise de logistique qui avait fourni des camions et des chauffeurs pour transporter de la cocaïne depuis la frontière au centre de distribution de Dallas et Atlanta à New York. Ils arrêtent un blanchisseur d'argent qui avait utilisé une chaîne de magasins d'encaissement de chèques et les entreprises de change, blanchir plus de 80 millions de dollars de produits de la drogue. Mais peut-être la découverte la plus effrayante est un fichier trouvé sur l'ordinateur personnel du président Arenas. Un fichier intitulé Projet Eclipse. Projet Eclipse. Le dossier contient un plan stratégique à long terme. Ne pas cacher le trafic de drogue du régime, mais pour l'institutionnaliser, le plan appelait à la création d'un État narco permanent, une infrastructure qui pourrait survivre à n'importe qui, président ou administration. Il a appelé à la création d'un cartel, zones agricoles contrôlées. La CIA et les agents des glaces ont emménagé en formation, badges, armes dissimulées abaissées. Lorsque la serrure renforcée a été violée, les chocs qui se sont installés immédiatement à l'intérieur du couloir ont porté le faible. Il a appelé à l'expansion des routes de contrebande maritime et l'achat de sous-marins et semi-submersibles pour le transport de cocaïne. Il a appelé à la création d'un gouvernement fantôme, une structure de commandement invisible qui continuerait à fonctionner, même si le gouvernement officiel s'est effondré. Et il a appelé à l'utilisation de l'argent de la drogue pour financer un nouveau mouvement politique à travers l'Amérique latine. Celui qui étendrait le modèle de l'État narco à d'autres pays. En d'autres termes, le président Arenas n'avait pas seulement construit un empire criminel, il avait construit un plan pour l'exporter. La réalisation est effrayante. Si l'opération américaine n'avait pas eu lieu, si le bunker n'avait pas été découvert, le projet Eclipse aurait continué et le poison se serait répandu. La justice pour l'État d'anarcho par fin janvier 2026. Le président Arenas et 14 de ses hauts fonctionnaires sont détenus par le gouvernement fédéral. En attente de procès dans le district sud de New York, les accusations sont radicales. Complot de narcoterrorisme pour importer de la cocaïne aux États-Unis. Complot en vue de distribuer 5 kg ou plus de cocaïne. Utilisation d'armes dans la poursuite des crimes de trafic de drogue. Blanchiment d'argent, racket. Et dans le cas du président Arena, violation de la loi Kingpin, qui permet au gouvernement américain de poursuivre les trafiquants de drogue étrangers, comme s'ils étaient des dirigeants d'organisations criminelles. Les sanctions sont sévères. Le narcoterrorisme à lui seul est passible d'une peine minimale obligatoire de 20 ans et un maximum de vie dans une prison fédérale. Lorsqu'il est combiné avec les autres charges, Arena fait face à de multiples peines à perpétuité. Il n'y aura pas d'accord de plaidoyer. Il n'y aura pas de règlement négocié. Les preuves d'un sont trop fortes. Les crimes trop graves. Les procureurs fédéraux estiment que le réseau d'Arenas était
responsable de l'importation de plus de 12 tonnes de cocaïne aux États-Unis entre 2015 et 2025. Que la cocaïne a contribué à des dizaines de milliers de décès par surdose, il a alimenté la violence des gangs dans les villes américaines. Il a détruit des familles et des communautés. Et ça a enrichi un dictateur et ses copains, à hauteur de milliards de dollars. Le procès, quand ça arrive, sera l'une des poursuites les plus importantes et les plus importantes en matière de stupéfiants dans l'histoire. Mais le cas juridique n'est qu'une partie du calcul. Au Venezuela, la chute du régime de la reine a créé un vide de pouvoir. Dirigeants intérimaires, soutenus par l'opposition démocratique et coalition internationale, travaillent à la reconstruction des institutions du pays. Cela prendra des années, peut-être des décennies, mais pour la première fois depuis une génération, il y a de l'espoir aux États-Unis. La crise du fentanyl se poursuit, mais le démantèlement du réseau vénézuélien a perturbé une chaîne d'approvisionnement majeure. Les responsables de la DEA estiment que l'opération a supprimé 15% de l'approvisionnement en cocaïne du marché américain. En un seul coup, ce n'est pas suffisant. Mais c'est un début. Voici la vérité que personne ne veut dire à haute voix. Le pouvoir n'a pas toujours besoin de violence pour survivre. Parfois, il suffit de silence. Silence des fonctionnaires qui savent ce qui se passe mais ne disent rien. Silence des officiers qui voilent la corruption mais détournent le regard. Silence des citoyens qui soupçonnent la vérité, mais ont trop peur de parler. Le président Arénus a construit son empire sur le silence. Et pendant des années, ce silence l'a protégé. Mais le silence a un coût au cours de la dernière décennie. Cocaïne et fentanyl du réseau vénézuélien a contribué à environ 35 000 décès américains. 35 000, mère, père, fils. Fille, frère, sœur partis. Pas à cause d'une catastrophe naturelle, pas à cause d'une pandémie, parce qu'un dictateur a décidé de transformer son pays en une usine de drogue, et parce que trop de gens sont restés silencieux. Le bunker sous Miraflores était plus qu'une installation de stockage. C'était un monument à la corruption, un témoignage de ce qui se passe quand l'ambition, la cupidité et le silence se rejoignent. 15 tonnes de cocaïne, centaines de millions de dollars, des milliers de vies détruites, tous cachés sous un palais où un président dormait la nuit. Si vous regardez toujours ce robinet comme si plus de gens voyaient cette histoire, partagez-le pour que la vérité ne soit pas enterrée. Commentez, exposez. Si vous croyez que la corruption comme celle-ci doit être entraînée dans la lumière, ce n'est pas seulement une histoire sur le Venezuela, c'est un avertissement sur ce qui se passe lorsque les gouvernements deviennent des entreprises criminelles et un rappel que la justice, peu importe combien de temps cela prendra, cela finira par arriver. Même pour ceux qui se croient intouchables, même pour ceux qui se cachent dans des bunkers sous les palais, il n'y a pas de forteresse assez sécurisée, pas de mur assez haut, pas de CIA et d'agents de glace déplacés. Badge d'information dissimulé. Armes abaissées lorsque la serrure renforcée a été violée. Le choc s'est installé immédiatement à l'intérieur.